Les glaciers qui fondent, ça ne va rien changer à nos vies. On peut penser ça effectivement, on peut penser que glacier ou pas glacier, ça change rien pour nous. Mais c'est une erreur parce que les glaciers, la banquise, les calottes polaires arctiques et antarctiques, ce sont de grandes étendues blanches, donc elles réfléchissent les rayons du soleil et donc elles réfléchissent la chaleur, alors qu'à l'inverse, les océans et la roche par exemple absorbent les rayons du soleil, absorbent la chaleur. Donc moins il y a de glace, plus le climat se réchauffe. Et plus le climat se réchauffe, moins il y a de glace, c'est un cercle vicieux. Donc c'est très important de se battre pour les glaciers, pour la banquise et pour l'Arctique et l'Antarctique parce que ça permet à notre climat chez nous en France de ne pas se réchauffer trop vite. Donc clairement la fonte des glaciers c'est un problème pour nous ici en France parce qu'en plus de faire monter le niveau de la mer, ça va accélérer le réchauffement et des scientifiques estiment que d'ici 50 ans, un tiers de l'humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Si ça va pas avoir un impact sur nos vies, je sais pas ce qu'il faut de plus. Le plastique dans l'océan, il finit par disparaître. Oui, c'est vrai, mais en apparence seulement. Le plastique se désagrège au fur et à mesure des années, mais il ne disparaît pas. Par exemple, une bouteille en plastique ou un sac en plastique va se désagréger et va se transformer en microparticules, puis en nanoparticules. Ces particules seront toujours présentes dans l'océan, elles seront toujours là, et elles seront ingérées par les poissons, et donc par les humains qui mangent du poisson. Selon un rapport commandé par le WWF, on avalerait en moyenne une carte de crédit par semaine. Bon app. Il n'y a jamais eu autant d'animaux dans le monde. En fait, ça dépend de quels animaux on parle. Si on parle des animaux qu'on élève pour les manger, les vaches, les porcs, les poulets, etc., c'est vrai, il n'y en a jamais eu autant. Par contre, côté animaux sauvages, l'effondrement est catastrophique. Les populations de vertébrés ont chuté de 58% en 40 ans. Les insectes européens, eux, c'est une chute de 80% en 30 ans, donc c'est énorme. Et s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est que si on additionne les êtres humains et leurs animaux domestiques et leur bétail, ça représente en masse 96% de tous les mammifères de la planète. Il ne reste que 4% de mammifères sauvages. On est en train de faire le vide autour de nous. Je n'y suis pour rien si l'Amazonie brûle. C'est à l'autre bout de la planète. C'est vrai qu'à première vue, il n'y a pas vraiment de lien entre nous et l'Amazonie, c'est loin, pourquoi on serait responsable de ce qui se passe là-bas? Bon, le souci c'est que la première cause de déforestation en Amazonie, c'est l'élevage. En fait, il y a des fermiers qui mettent le feu à la forêt pour agrandir leurs terres et y mettre des pâturages, leurs vaches, ou des cultures, notamment du soja, qui est destiné à nourrir les animaux d'élevage. Et pourquoi on a un lien avec ça, nous? Parce que la France continue encore aujourd'hui d'importer de la viande et du soja brésilien destiné à nourrir nos poulets, nos porcs ou nos vaches. Et donc, en tant que pays, en achetant ces produits responsables de la déforestation, on participe un peu à la destruction de l'Amazonie. L'écologie, c'est un truc de bobo. Le plus important, c'est l'emploi. Ça, je pense que c'est le plus gros mensonge formulé par certains responsables politiques. Opposer environnement et économie, ça n'a pas de sens. Pour avoir une économie saine, qui crée de l'emploi, il faut un environnement sain et donc un environnement stable. Si aucune mesure forte n'est prise aujourd'hui pour éviter l'accélération du dérèglement climatique et la destruction de la biodiversité, eh ben les scientifiques nous le disent, on va vers un effondrement des écosystèmes, en tout cas de certains écosystèmes, et donc vers un monde en crise permanente. Et on le voit aujourd'hui avec la situation du Covid, quand le monde affronte une catastrophe, c'est aussi l'économie qui trinque. Donc en fait, on n'a pas le choix pour protéger l'économie, pour protéger nos salaires, nos emplois. Il faut agir aujourd'hui pour protéger l'environnement. Des gens vont perdre leur travail à cause des écolos. Il faut raisonner à long terme, c'est ça la clé. Dans mon livre, je prends l'exemple de l'Australie, le charbon en Australie. L'Australie, c'est le premier exportateur mondial de charbon et on le sait, le charbon, c'est le truc le plus polluant, encore plus que le pétrole. Mais l'argument de l'industrie en Australie pour continuer à construire des mines de charbon aujourd'hui, c'est de dire ça crée des emplois. Et effectivement, ça crée quelques milliers d'emplois. Le problème, c'est que le charbon participe énormément au réchauffement de la planète, donc au réchauffement de l'eau et donc à la mort de la grande barrière de corail qui est en train de périr à cause de l'augmentation de la température de l'eau. Si on continue au rythme actuel, les scientifiques le disent, elle risque de disparaître. Le souci, c'est qu'il y a plus d'emplois qui dépendent de la grande barrière que des mines de charbon. Si la grande barrière meurt, c'est toute une partie de l'industrie touristique en Australie qui s'effondre et des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc pour créer des emplois à court terme, on prend le risque d'en détruire beaucoup plus à long terme. C'est cette manière de raisonner qu'il faut changer. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Oui, la situation est grave, les scientifiques le disent, on est dans une urgence, dans une crise planétaire qui remet en cause notre capacité à vivre sur cette planète. Mais aussi, ce que disent les scientifiques, c'est que c'est pas perdu. On n'a pas perdu cette guerre. On peut encore limiter les dégâts, on peut inverser la tendance, on peut sauver l'essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la capacité de l'espèce humaine à habiter la Terre dans des conditions tolérables. C'est ça l'enjeu, et c'est le plus grand enjeu de l'histoire de l'humanité. Donc dans ce livre, Journal de guerre écologique, j'ai voulu mettre la lumière sur les gens qui, tous les jours sur le terrain, se battent
pour préserver des écosystèmes, pour sauver des espèces. Loin des grands discours, loin des conférences, on est avec des gens sur le terrain qui remportent des batailles, qui montrent que c'est possible de faire quelque chose, et on parle pas assez de ces combattantes et de ces combattants. Ce sont ces gens-là que j'ai voulu mettre en lumière pour montrer qu'il n'est pas trop tard, qu'on peut encore faire quelque chose. L'espoir réside dans l'action.